Pascal Boniface, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. directeur de l'IRIS, l'Institut des Relations internationales et stratégiques. Est-ce qu'on peut parler d'un début de guerre entre Israël et l'Iran? La nuit dernière, il y a eu des plus violents affrontements, on dit, sur le plateau du Golan depuis la guerre des 6 jours. Là, on voit la défense antiaérienne syrienne, puisque tout ça s'est passé sur le territoire syrien. Il y a eu 23 morts. Oui, alors c'est vrai, dans le contexte en plus de la dénonciation de l'accord nucléaire iranien par les États-Unis à la demande, enfin avec le soutien d'Israël et de l'Arabie saoudite. Mais en même temps, des interventions ponctuelles d'Israël en territoire syrien, ce n'est pas une première. Ils ont prévenu les Russes pour qu'il n'y ait pas un affrontement global et ce ne sont pas des frappes sur le territoire iranien. On peut dire que c'est dans le contexte d'avertissement global à l'Iran. Il y a une montée des pressions contre l'Iran et les cibles de forces iraniennes sur le territoire syrien s'inscrivent dans cette logique-là. Ce n'est pas encore le territoire iranien qui a été visé. Ce sont des cibles iraniennes en territoire syrien. Mais Donald Trump, mardi soir, déchire l'accord de paix avec l'Iran. 48 heures plus tard, parce que c'est l'Iran qui a attaqué en premier, qui a attaqué cette nuit en premier. L'Iran attaque. Est-ce que les durs sont en train de prendre les manettes à Téhéran? Ils sont renforcés par la dénonciation de l'accord nucléaire iranien par les États-Unis, bien sûr, parce que les durs à Téhéran ont toujours été hostiles à cet accord. Et donc, Voilà. ils peuvent dire à Rouhani, ta voie de négociation, de compromis, voire de compromission avec les Occidentaux ne marche pas. On peut dire aussi que c'est un coup de semonce pour dire on ne reste pas sans réagir. On est dans la gesticulation. On n'est pas encore dans l'escalade qui conduit à un affrontement global. Et puis, il y a un appel au calme un peu de la part des Russes qui, d'ailleurs, sont pour l'instant les seuls qui peuvent parler aussi bien à Israël qu'à l'Iran, parce que le paradoxe, c'est que la Russie est le seul pays vraiment concerné qui a à la fois des bonnes relations avec Israël, Netanyahou est à Moscou en ce moment, et en même temps lié à l'Iran, ne serait-ce que pour défendre le régime de Bachar el-Assad. On se dit, ça y est, c'est les Russes, les maîtres du jeu dans cette région. Et on est content qu'ils soient là d'ailleurs, parce qu'on se dit, il y a quand même un adulte respecté dans cette région pour essayer de calmer un peu les ardeurs. Effectivement, les Russes ont déjà marqué des points en permettant à Bachar de reprendre Alep et de conserver le pouvoir. Sans l'appui russe, ce ne serait pas possible. Et là, dans la mesure où eux parlent à tout le monde, ils parlent d'ailleurs aussi aux Saoudiens, parce que le fait d'avoir des bons contacts avec l'Iran ne l'empêche pas d'avoir des bonnes relations avec l'Arabie saoudite. Donc ils ne sont pas les maîtres du jeu parce que leur puissance est quand même limitée. Ils n'ont pas la force de frappe, ils n'ont pas l'économie américaine. Mais avec finalement des atouts relativement limités, Poutine joue un jeu qui le met au centre de l'échiquier. Pour revenir sur... donc, hier soir, l'Iran envoie des missiles sur Israël. Israël réagit aussitôt. Sur le plateau du Golan. Sur le plateau du Golan, ouais. Voilà. Israël réagit aussitôt et envoie 28 avions qui tirent 70 missiles. Pourquoi est-ce qu'Israël a peur à ce point des Iraniens Ils se sont encerclés par les chiites, c'est ça ? Alors effectivement, il y a pour Israël la double crainte que l'Iran s'établisse en Syrie, alors que Bachar el-Assad était finalement un voisin commode. Il menaçait sans cesse Israël, il n'avait pas les moyens d'attaquer Israël et il contrôlait la situation. Si des Iraniens, des milices iraniennes s'établissent en Syrie, ça devient un peu plus compliqué. Si la Syrie devient un peu une colonie iranienne. Voilà, quoi. enfin ou, du moins qu'il y ait ce sorte de poste un peu avancé. Et puis c'est le Hezbollah surtout, c'est le Hezbollah au Liban, qui sort renforcé par les dernières élections. Et donc, on voit bien qu'il y a au Liban une lutte d'influence entre l'Arabie saoudite et l'Iran, qu'Israël regarde également de façon très attentive, puisqu'un renforcement du Hezbollah est vécu comme une menace par Israël. Voilà, donc on voit un renforcement des chiites dans cette région, et c'est ça qui inquiète Israël. Quel était l'intérêt pour Israël de dénoncer l'accord de paix en Iran? Parce qu'on voit, le résultat des courses, c'est qu'Israël se retrouve à ses portes avec une Iran qui se sent attaquée, bafouée par Donald Trump et donc qui est plus belliqueuse avec les durs à Téhéran. Mais on peut dire qu'aux États-Unis comme en Israël, il y avait un partage entre les services de sécurité ou le milieu stratégique qui pensaient que cet accord était un bon accord. Et puis une vision politique partagée par Trump et Netanyahou qui, pour des raisons politiques, veulent le dénoncer parce qu'ils diabolisent l'Iran, qu'ils voient l'Iran comme une menace existentielle, alors que, disons, les professionnels de la sécurité disaient au moins cet accord permet d'empêcher l'Iran d'aller vers l'arme atomique et donc il faut le préserver. Et donc il y a un peu une division, un partage entre les services, entre les professionnels de la sécurité et une vision que l'on pourrait qualifier de plus idéologique de la question iranienne. Emmanuel Macron a réagi suite à ces échanges, enfin à ces attaques militaires dans les deux sens entre Israël et l'Iran et appelle les deux parties au calme.
on a l'impression, bon, c'est très bien, mais quelle est la voix de l'Europe ou d'Emmanuel Macron dans ce conflit? Ce n'est pas l'Europe qui réglera la question entre Israël et l'Iran, et les appels au calme, comme partout, comme toujours, ne servent à rien. Par contre, le vrai enjeu pour Emmanuel Macron, c'est de résister aux pressions américaines pour empêcher des firmes françaises et des firmes européennes de commercer avec l'Iran. Parce que les menaces de sanctions américaines à l'égard des firmes européennes qui commerceraient avec l'Iran sont un défi pour notre souveraineté. Il n'y aurait plus de souveraineté de la part des Européens si on est obligé de suivre cela. Et finalement, c'est un défi qui est presque encore plus important que le défi qui était posé aux Européens lorsque Bush voulait mener la guerre en Irak. À l'époque, Bush avait plus de soutien parce que de nombreux pays européens, finalement, partageaient sa vision. Aujourd'hui, Trump est isolé en Europe. Mais néanmoins, il veut mettre des sanctions plus fortes parce qu'au moins Bush ne promettait pas de punir tous les Européens qui seraient hostiles à sa position, même s'il y avait cette tentation-là. Donc là, il y a vraiment un enjeu majeur pour l'Europe, avec, il faut le noter, un accord entre la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France, ce qui n'était pas le cas en 2003, puisque les Britanniques étaient en faveur de la guerre d'Irak, ou du moins ne voulaient pas casser l'alliance avec les Américains. Donc là, il y a une vraie vision européenne de dire non, il faut préserver cet accord. Maintenant qu'il est cassé, est-ce que l'on suit les Américains par peur de sanctions américaines, ou est-ce qu'on développe une voie européenne, voire internationale, différente des États-Unis? Ce que vous êtes en train de dire, c'est quand George Bush est allé en Irak, la France était toute seule pour dire non aux Américains, toute seule, isolée et moquée. Il y avait l'Allemagne aussi, c'était un renfort important, mais l'Europe était très divisée, notamment... Aujourd'hui, l'Europe est unie contre Donald Trump. Il y a quelques pays européens, comme la République tchèque, qui sera favorable. Trump peut faire tout ce qu'il veut. Les Tchèques seront toujours pour les États-Unis. Mais on voit quand même qu'un pays comme la Grande-Bretagne, qui d'habitude est toujours, disons, très proche, pour ne pas dire suiviste par rapport aux États-Unis, là, dit non. Même Boris Johnson, même Theresa May voulaient que l'accord nucléaire iranien survive. Donc là, on est vraiment à un tournant. Et il est vraiment très important qu'il y ait cette voie européenne autonome, indépendante, plutôt que par peur de sanctions américaines, on rentre dans le rang. Le chantage de Donald Trump, il est terrible parce qu'il dit aux entreprises, écoutez, vous choisissez. Si vous travaillez avec l'Iran, vous ne travaillerez plus aux États-Unis. Bah, moi, je suis Total. Ou Peugeot, etc. Alors même si Peugeot n'est pas aux États-Unis, mais on comprend bien que elles vont céder nos entreprises en disant je préfère travailler avec les Américains aux États-Unis qu'avec l'Iran. Total peut-être, mais d'autres non. Et puis un jour, ça remettra en cause le rôle du dollar comme monnaie internationale, puisqu'il y a sans cesse ce chantage. Un jour, à force, les gens diront on va faire du commerce en d'autres monnaies. Les Chinois doivent regarder ça avec une très grande satisfaction, parce que ceci les renforce. La guerre d'Irak les a renforcés, et cet affrontement commercial éventuel à propos de l'Iran peut également les renforcer. Donc il y a quand même un enjeu majeur, parce qu'en fait, ce que demande Trump, c'est que nous ne soyons plus souverains, que nous décidions plus avec qui nous commerçons, et qu'une fois que les États-Unis décident que tel pays est diabolisé, qu'on ne doit pas commercer, mais si demain ils demandent la même chose pour d'autres pays, que fera-t-on? Donc là, il y a quand même un enjeu essentiel, qui est plus qu'un enjeu économique, c'est un enjeu de souveraineté. Ah oui, ce côté unilatéral de Donald Trump, aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique, vous dites, pourrait finir par se retourner contre l'Amérique parce que le reste du monde ne supporterait plus ce que craignent cette fatwa, entre guillemets, américaine. Et de nombreux professionnels de la sécurité, l'ancienne conseillère de la sécurité d'Obama a fait un papier ce matin en disant que c'est une décision qui se retourne contre les États-Unis à long terme. C'est également dangereux pour les États-Unis, mais à condition bien sûr que l'Europe soit un peu ferme. Bon, on revient sur notre affaire Israël-Iran. Il y a quand même eu des avions, des missiles. On a là quand même deux pays, une poudrière. Ça peut quand même, cette nuit, ça peut à nouveau mal tourner. Là. On peut penser que pour l'instant la situation est contrôlée. Une fois encore, il n'y a pas eu d'attaque ni sur le territoire. Le Golan est considéré comme n'appartenant pas à Israël au niveau du droit international. Et il y a eu des frappes en Syrie qui ne sont pas les premières. Israël fait de nombreuses incursions en Syrie. Contre des positions iraniennes en Syrie, mais non pas sur le territoire iranien. Et c'est ça la vraie limite. Merci beaucoup Pascal Boniface d'être venu nous décrypter donc les événements de la nuit dernière. Je rappelle, directeur de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, dans l'air, qui revient sur la mort tragique de Naomi, qui malgré ses appels à l'aide n'a pas été prise au sérieux par le SAMU. S'agit-il d'un cas isolé ou est-ce là le symptôme d'un système en crise, d'un hôpital en crise? C'est dans l'air est intitulé ce soir. Naomi, le SAMU doit-il se remettre en question?